Bonjour, bonjour. La dernière fois, je vous ai laissé, après avoir perdu connaissance, emporté par une vague sur la grande plage de Biarritz, puis soulevé par des bras qui ne pouvaient appartenir qu'à un dieu. Mais si c'était un dieu? Oh non, j'étais morte cette fois-ci, c'était sûr, même si le dieu en question me rappelait vaguement quelqu'un, surtout lorsque je l'entendis me demander « Zénaïde, vous allez bien ?» Cette voix de velours me semblait si douce que j'eus envie de l'embrasser. Après tout, si j'étais au paradis, tout était permis. Et comme le jeune dieu, après une petite hésitation, me rendit mon baiser d'une manière ô combien délicieuse, j'eus la confirmation que, bien que ce soit fort triste, la mort n'était pas si désagréable que ça. La seule chose que je trouvais un peu étrange était que ça me grattait dans le dos et sur les fesses, comme si j'étais allongée sur la plage, ce qui était ridicule parce que, à mon avis, au paradis, on flottait sur un nuage. J'osais me plaindre doucement à mon Dieu en lui demandant s'il pourrait nous installer sur quelque chose de plus confortable. Et comme nous étions définitivement au paradis, sitôt dit, sitôt fait, il m'emporta à nouveau dans les airs et m'allongea ensuite sur quelque chose de beaucoup plus doux. En parlant de douceur, il me fit d'ailleurs des choses que je n'avais jamais connues auparavant, et je me laissai embarquer sur un océan de volupté qui me sembla durer une éternité avant que je tombe dans les limbes de l'oubli. Limbes dont je fus tirée assez brutalement par la voix nasillarde d'un gamin qui disait « Maman, il y a un monsieur et une dame tout nus dans notre cabine !» Alors là, c'est fou la vitesse à laquelle le paradis avait disparu pour laisser place à l'enfer. Il me fallut tout de même 3 minutes pour réaliser que j'étais dans une cabine de plage, nue comme un verre, les jambes entremêlées à celles d'un bel hawaïen dont je connaissais à peine le nom, devant un gosse médusé et sa mère au bord de la crise de nerfs. J'imaginais que les ennuis ne faisaient que commencer. Une fois que j'eus tout à fait récupéré mes esprits, j'enfilai à toute allure mon peignoir qui gisait au sol, et je m'enfuis à toutes jambes sans attendre mon dieu hawaïen qui me courait après, tout en essayant de renfiler son pagne, ce qui n'était pas commode, et me laissa une bonne longueur d'avance. Je courais comme une dératée vers l'hôtel, fuyant les hurlements de la mère de famille scandalisée et les appels de Canoa. Je gravis l'escalier de l'hôtel 4 à 4, et par miracle, la clé de ma chambre que j'avais emportée avec moi était toujours dans ma poche, ce qui m'évita d'aller frapper chez maman ou Épiphanie. J'étais morte de honte, et je me précipitai dans mon lit, me cachant la tête sous les draps, espérant de toutes mes forces qu'un miracle se produirait et que la mère de famille ne me reconnaîtrait jamais. En revanche, le pauvre Canoa, lui, était immédiatement reconnaissable, et je réalisai qu'il allait forcément être accusé d'atteinte aux bonnes mœurs. Je ne pouvais définitivement pas le laisser affronter l'opprobre tout seul. Mais en même temps, je ne pouvais imaginer le scandale qui rejaillirait sur ma famille et sur le pauvre Ernest qui nous avait présenté l'un à l'autre et qui était si malade. Oh, j'aurais voulu rester sous mes draps pour les 10 prochaines années. Hélas, après quelques minutes, la porte de ma chambre s'ouvrit à toute volée, et ma mère et ma grand-mère entrèrent en trombe, arrachant mes draps et se plantant devant moi. « Tu n'as quand même pas fait ça !» aboya Épiphanie. « Dis-nous que c'était pas toi, la jeune femme retrouvée nue dans les bras de Canoa, dans une cabine de plage ce matin, poursuivit ma mère. Tout Biarritz ne parle que de ça, enchaîna ma grand-mère. Et après un flot de paroles et de questions qui sembla ne jamais devoir s'arrêter, elles se turent enfin. Mais ce fut pire car il fallait que je m'explique. Je leur dis que je ne me souvenais pas de tout, mais que je me rappelais m'être réveillée à l'aube et être descendue sur la plage car je ne parvenais pas à me rendormir. Je pensais vaguement avoir vu quelqu'un glisser sur l'eau, ce qui m'avait donné envie d'aller nager à mon tour. Et ensuite, je n'avais que des souvenirs très flous, quoique assez délicieux, ce dont je n'étais pas fière, bien sûr. Et puis après, plus rien. Jusqu'à un réveil brutal dans une cabine de plage, dans une position légèrement compromettante. Oh, comme j'étais honteuse, je ne savais plus ni quoi dire ni quoi faire. Ma grand-mère leva les yeux au ciel en disant que j'étais bonne à enfermer. Ma mère, bien que plus modérée dans ses propos, fronçait les sourcils, ce qui ne lui arrivait qu'en cas d'extrême contrariété. Puis au bout de quelques secondes, Épiphanie nous dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour désamorcer le scandale. Igor et Mike nous rejoignirent dans ma chambre, alors que j'étais toujours en peignoir dans mon lit, et nous commencions à élaborer un plan lorsque le concierge de l'hôtel frappa à la porte. Il avait l'air très ennuyé. Il nous dit qu'il y avait une énorme pagaille dans le hall car un homme à la peau mate, très peu vêtu, demandait à me voir. Il était poursuivi par une mère de famille et son garçonnet, et la femme lui hurlait dessus en racontant des choses assez inconvenantes à son sujet. Les clients dans le hall commençaient à s'échauffer à leur tour, certains prenant la chose en riant à gorge déployée, d'autres réclamant une contravention exemplaire pour cette débauche honteuse sur une plage familiale. De nombreux vacanciers, alertés par la mère de famille qui avait traversé toute la ville en racontant l'histoire, l'avaient suivi jusque dans l'hôtel et prenaient part aux vives discussions. Et nous n'étions apparemment pas loin de la bagarre. Aussi, le pauvre concierge s'était-il permis de monter dans ma chambre pour voir si j'aurais quelque chose à dire à la foule pour calmer ce désordre. Je n'eus même pas le temps d'y réfléchir car le pauvre homme fut projeté en avant par Canoa qui pénétra comme un boulet de canon dans la pièce et se posta devant moi comme si nous étions seuls au monde, ce qui était loin d'être le cas. D'autant plus que, le voyant grimper les escaliers pour rejoindre ma chambre, la mère de famille, son rejeton, les clients et les badauds lui avaient emboîté le pas, tant et si bien que ma chambre fut envahie en un instant de dizaines d'inconnus formant une file qui se prolongeait dans le couloir, et tous ces gens criaient et réclamaient de voir celle qui s'était si mal conduite. J'étais tellement ahurie de ce qui se passait et de la vitesse à laquelle les événements s'étaient enchaînés depuis mon réveil sur la plage que mon cerveau avait tout simplement cessé de fonctionner, et je me mis à regarder béatement Canoa, dont le regard chaud et envoûtant semblait attendre quelque chose de moi. Alors sans réfléchir, comme hélas cela m'est arrivé bien trop souvent dans ma vie, je me mis debout sur mon lit, toujours en peignoir, et émis un sifflement strident avec mes 2 doigts, comme mes cousins Titus et Tancrède m'avaient appris à le faire lorsque j'avais 9 ans.
Cela calma instantanément la foule. Je fis ensuite monter Canoa debout sur le lit à mes côtés, et je pris la parole devant l'assemblée sidérée. Je ne sais absolument pas ce qui me passa par la tête à ce moment-là, mais j'avais l'impression d'être dans une pièce de théâtre où rien n'était pour de vrai. C'est pourquoi j'annonçai d'un ton très calme que cet homme et moi étions fiancés et que nous avions simplement un peu anticipé notre nuit de noces sur la plage, comme c'était la coutume à Hawaï, ce qui fit octer Canoa. Puis je me lançai dans une description détaillée et totalement inventée des coutumes des autochtones de Waikiki, insistant sur l'amour magnifique qui nous unissait Canoa et moi, malgré les différences des races et des cultures. À la fin de mon discours, qui aurait pu être gravé sur le frontispice de la Société des Nations, un grand moment de silence se fit. Maman, Épiphanie et Igor avaient la bouche ouverte comme le reste de l'assemblée. Mais 2 secondes plus tard, éclatèrent des bravos qui se répandirent dans tout l'hôtel. Des bras nous soulevèrent, Canoa et moi, et c'est ainsi que les passants virent une femme en peignoir et un homme en pagne, juchés sur des épaules solides, traverser à nouveau toute la ville jusqu'à l'église Sainte-Eugénie. Je fus posé dans la sacristie et vêtu à la d'une robe blanche sortie de je ne sais où et couronnée de fleurs à la manière hawaïenne. Le curé fut tiré de ses prières par des cris de la foule en liesse, et je pense que c'est uniquement par peur de cette foule déchaînée que ce brave homme accepta de faire la folie de nous marier, sans nous avoir jamais rencontrés, sans connaître notre religion, et sans parvenir à prononcer le nom de famille de Canoa, et en expédiant la cérémonie en un tel temps record qu'il avait sûrement avoir cru rêver lui aussi. Puis, toujours dans ce tourbillon irréel, nous fûmes entraînés vers le cabaret russe de la Villa Belza. S'ensuivit un repas de noces arrosé à la vodka dès 10 heures du matin, qui dura jusque tard dans la nuit, avec une foule de convives que nous ne connaissions ni d'Ève ni d'Adam, et dont nous ne sûmes jamais par qui il avait été payé. À la fin de cette folle journée, Canoa et moi furent ramenés à dos de mulet à notre hôtel, entourés de rieurs bien imbibés. Et après avoir dit bonsoir à la joyeuse troupe, ainsi qu'à ma famille, qui ne comprenait absolument rien à ce qui venait de se passer, la porte de ma chambre se referma sur nous deux, nous laissant totalement abrutis par cet événement, mais malgré tout assez heureux et surtout très, très désireux de continuer ce que nous avions entrepris la veille dans la cabine de plage. Nous ne quittâmes pas la chambre pendant 3 jours. Nos repas nous étaient déposés devant la porte et Iris jonglait avec les questions des enfants auxquelles elle répondait que j'avais attrapé une bronchite en me baignant tôt le matin, mais qu'elle espérait que cela passerait d'ici quelques jours et que je retrouverais vite mon état normal. Je crois qu'elle insistait particulièrement sur ce dernier point, joignant ses prières à celles de ma mère et de ma grand-mère. Dieu merci, mes enfants s'amusaient tellement durant les vacances que j'aurais pu m'absenter un mois entier, ils ne s'en seraient même pas aperçus. J'ai été donc libre de découvrir toutes les facettes de mon bel hawaïen dans ce lieu clos et protégé qu'était ma chambre d'hôtel. Le 4e jour au petit matin, Canoa et moi sortîmes discrètement pour nous rendre à la villa d'Ernest que nous avions prévenu par téléphone de notre aventure. Canoa l'avait laissé pour quelques jours au bon soin de ses neveux Gaston et Hélène, mais il avait très envie de le revoir, craignant les ravages de la maladie. Le vieil homme, malgré son état si dégradé, sembla fort s'amuser de nos péripéties et nous dit être enchanté de notre amour. Puis, Canoa prit 2 de ses planches en bois et nous descendîmes sur la plage, où il m'apprit petit à petit à glisser sur les flots. Tout d'abord allongé, puis progressivement debout, il me fit comprendre comment se laisser porter par la vague en sentant le bon moment pour y aller. Je découvrais une sensation fabuleuse de liberté, malgré une grande crainte de me faire emporter par une lame de fond. Mais Canoa était un excellent professeur et ne me faisait prendre aucun risque. Nous fîmes un rituel de ces matinées de Papane Halu, le nom de cette drôle de planche. Comme j'ai toujours eu un bon sens de l'équilibre, au bout de quelques jours, je me tenais debout sur mon bout de bois, dansant sur les vagues. Canoa glissait aussi à quelques mètres de moi et je me sentais littéralement grisée et quasiment surhumaine. Après ces efforts, nous étions affamés et nous nous précipitions à la pâtisserie Mirmont, dans laquelle on croisait plus de têtes couronnées et de célébrités au mètre carré qu'à un bal à Buckingham Palace. Iris venait nous rejoindre avec les enfants, qui nous avaient enfin vus sortir de ma chambre au bout de quelques jours, et qui avaient immédiatement adopté Canoa. Ce dernier était tellement adorable et attentif à chacun d'entre eux que j'avais l'impression qu'il avait toujours vécu avec nous. Flora disait à qui voulait l'entendre que c'était lui qui avait guéri sa maman de sa bronchite, et je voyais les regards entendus de ceux qui connaissaient toute l'histoire, c'est-à-dire la quasi-totalité des gens en vacances à Biarritz à ce moment-là. En tout cas, à défaut d'une bronchite, Canoa m'avait guéri de toute mélancolie. La vie était très douce à ses côtés et toute la famille l'adorait. Il partageait ses journées entre de longs moments aux côtés de son ami Ernest et de multiples activités avec les enfants et moi. Le rendez-vous familial du matin à la pâtisserie Mirmont était devenu ainsi incontournable. Notre couple faisait sensation. Et la patronne nous mettait toujours de côté ces fameux babas au rhum dont nous raffolions, même s'ils ne valaient pas ceux de Sidonie. Sidonie. Lorsque je pensais à notre cuisinière chérie du petit plaisir, cela me ramenait tout naturellement à la réalité et aux questions qui se poseraient à la fin des vacances pour notre retour au château. Mais je chassais bien vite ces idées car je voulais profiter de chaque minute avec Canoa sans envisager quoi que ce soit pour l'avenir. Et c'est ce que je fis.
Tout le monde avait envie de nous avoir, et nous fûmes de toutes les fêtes, du moins pendant quelques heures seulement, car à chaque fois, notre envie d'être en tête à tête et notre désir l'un pour l'autre ne faiblissaient pas. Malheureusement, au bout de 3 semaines, l'état d'Ernest se dégrada brutalement, et il s'éteignit une nuit dans son sommeil. Sa mort dévasta Kanoa, qui pleurait comme un enfant, ce qui me fendit le cœur. Nous fûmes tous extrêmement peinés, car sans le connaître intimement, nous nous sentions proches de cet homme duquel se dégageait un charme et un humour qui le rendaient immédiatement attachant. Mais au moins espérions-nous que s'il y avait un au-delà, il y retrouverait sa Gabrielle bien-aimée. Les funérailles eurent lieu dans la même église Sainte-Eugénie où Kanoa et moi avions célébré notre mariage, pas très catholique quelque temps auparavant. Gaston et Hélène, les neveux d'Ernest, qui aimaient sincèrement leur oncle, prirent possession de la villa. Mais ils durent assez vite rentrer à Reims où ils habitaient car ils avaient tout laissé en plan pour venir s'occuper de ce dernier. Ils nous dirent que leur vie était là-bas, mais qu'ils garderaient la maison de Biarritz en résidence secondaire car ils y avaient de très nombreux souvenirs. En ce qui nous concernait, nous avions prévu de rester encore un mois sur la côte basque et quelques jours après l'enterrement d'Ernest, j'osais demander à Kanoa ce qu'il envisageait pour l'avenir maintenant que son ami n'était plus là. Nous étions face à l'océan sur le rocher de la Vierge, dont la passerelle avait été construite autrefois par Gustave Eiffel, le vieil ami de mon grand-père. Le vent soufflait par bourrasques, il n'était pas facile d'avoir une conversation, mais cette énergie me donnait le courage de parler à Kanoa. Mes jambes tremblaient. J'étais tellement bien avec lui que je redoutais terriblement le moment où il m'annoncerait qu'il devait repartir à Hawaï. Il me demanda si j'envisageais éventuellement de venir vivre là-bas avec lui, tout en connaissant d'avance ma réponse. En effet, nous avions eu de longues conversations sur nos vies respectives, nos goûts, nos rêves et nos envies. Et Kanoa savait bien que rien ne pourrait me détacher de mon château du Petit Plaisir, auquel j'étais enracinée et qui représentait pour toute ma famille le point d'ancrage absolu. De son côté, il m'avait toujours dit que son île était le plus beau des trésors et qu'il se sentait la responsabilité en tant qu'Hawaïen de tout faire pour la préserver des dégâts que ferait l'arrivée massive des touristes, arrivée que les habitants anticipaient pour un futur proche avec le développement des transports aériens. Il lui était donc impossible de venir vivre en France de manière permanente, comme d'ailleurs tous les hommes qui avaient traversé ma vie, à part Max, mon petit Français, premier amour, premier mari. C'était très étrange ce destin qui me lie à des étrangers, et je me demandais bien pourquoi j'étais vouée à des relations éphémères. J'allais avoir un début de réponse quelques jours plus tard. Oui, Archie. Écoutez, Archie, oui. Les gens me disent qu'ils trouvent que vous faites trop l'enfant. Oui, et ça leur déplaît, j'ai des courriers en ce sens. Oui, ils disent qu'à votre âge, ça devient ridicule. Archie. Archie. Oh, il est vexé. J'arrive, mauvaise tête. Alors je vous dis à très vite pour la suite de mes aventures.